Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Alors au programme, nous avons de nouveaux bourgmestres, de nouvelles majorités, des manifs, des chantiers et des programmes scolaires. Pour en parler, nous aurons deux bourgmestres élus et deux experts pour les questionner à mes côtés. Sylvie Losberg, la psystorienne. Bienvenue Sylvie. Merci, Et à Vincent. ses côtés, un petit nouveau, Jean-Pierre Martin, journaliste et auteur de Allah n'a rien à faire dans ma classe. Bienvenue Jean-Pierre. Merci, bonjour. La semaine a été riche en rebondissements communaux. Une majorité a été scellée à Forêt entre PS, Écolo et PTB. Une première à Bruxelles, même si c'était discrètement déjà signé à Molenbeek. Et encore en attente d'un troisième partenaire là-bas d'ailleurs. Alors Maël Arnaud-Dussen est allé à Forêt à la rencontre de cette nouvelle majorité. Le socialiste Charles Papens sera le futur mailleur de Forêt. PS, Écolo et PTB ont conclu un accord de présentation du bourgmestre. L'accord de majorité devrait lui suivre prochainement. On va discuter aussi de la répartition des compétences, puisqu'on s'est mis d'accord sur un projet, mais on n'a pas encore vraiment discuté des différentes compétences. Et donc maintenant, on présentera ça dans chacune de nos assemblées générales respectives, qui restent souveraines pour décider d'une participation à une coalition. Pour la première fois à Bruxelles, la deuxième en Belgique francophone après Mons, le PTB accède au pouvoir à l'échelon communal. La formation politique a su, à Forêt du moins, instaurer un climat de confiance. Je pense que c'était important pour les deux, en fait, PS et Écolo qui ont déjà gouverné ensemble pendant 18 années quand même. Nous, comme PTB, qui étions le nouveau partenaire, donc c'était important de prendre le temps de pouvoir discuter, de voir qu'il y avait une réelle envie de travailler sérieusement sur un projet qui réponde aux attentes des trois partis. L'image que renvoie le parti aujourd'hui semble donc pour ses partenaires avoir évolué. On a confiance en tout le monde. Tout le monde s'est montré des partenaires potentiels volontaristes, respectueux, capables de porter un projet commun et de répondre aux besoins de tous les Forestois et les Forestoises. Ici, ils avaient un programme qui était clairement pour monter dans une majorité. Ils ont mis des élus qui voulaient vraiment monter dans une majorité. Et donc voilà, eux ont fait ce chemin-là et il n'y a pas de raison de les traiter d'infréquentables. Cette majorité qui se profile pourrait donc ouvrir la voie à l'arrivée du PTB dans d'autres communes, à Molenbeek et en moindre mesure à Schaerbeek. On voulait franchir cette étape avec le PTB de rentrer dans des majorités communales. C'était un objectif national pour le PTB. On a déjà été dans une majorité en Flandre. Maintenant, on est rentré à Mons en Wallonie, maintenant à Bruxelles. Donc voilà, cette étape est franchie. On veut effectivement que ça puisse se reproduire à l'avenir. Reste à savoir quelles seront les éventuelles retombées sur les négociations à l'échelon régional. Les libéraux, première force politique avec défi à Forêt, risquent de voir la montée du PTB dans la majorité d'un très mauvais œil. Alors ça, c'est pour la majorité. Du côté de l'opposition, Brian Momart et Yannick Van Gaasbeek ont recueilli la réaction de David Lester, le boss bruxellois du MR. Moi, c'est catastrophique, pas uniquement pour Forêt, c'est catastrophique pour Bruxelles. Imaginez un seul instant, nous sommes la région du pays qui a une situation budgétaire et en termes d'emploi qui est la plus mauvaise. Et on va expliquer maintenant à des investisseurs qui, par exemple, voudraient reprendre Audi-Forêt ou qui voudraient investir dans la construction d'un stade de foot pour l'Union Saint-Gilloise, que la commune où ils sont prêts à investir et à prendre un risque est une commune qui est gérée par les communistes. Derrière ça, on entend que le Parti Socialiste voudrait également reproduire le même schéma dans une autre commune, voire encore une troisième commune. C'est vraiment une très très mauvaise image pour l'ensemble de la région, en laquelle moi je crois. Et je sais qu'on peut en faire quelque chose de bien. Donc ça, c'est pour l'avis de la majorité et de l'opposition. Alors, Sylvie Losberg, comment vous décryptez? Quelle est votre lecture de ces événements cette semaine? Mais on entend bien que les personnes qui s'expriment ne s'expriment pas sur le même plan. Donc on a ceux qui font la majorité, de gauche, on va dire comme ça, qui s'expriment par rapport à ce que veulent les électeurs. On va s'occuper des citoyens, etc. Donc c'est clairement le mandat pour les élus communaux. Et puis du côté de ceux qui sont finalement arrivés premiers mais qui n'ont pas la majorité sur c'est-à-dire papier, MR et Défi en l'occurrence. Là on parle des investisseurs, ça va faire peur aux investisseurs. Et donc je pense qu'on est vraiment dans un discours où c'est clivé. Alors que finalement, Défi, le MR, il s'intéresse aussi aux citoyens. Et clairement, le Parti Socialiste ou les écolos, le PTB, c'est peut-être un peu différent, et c'est ça qui fait peur, doivent aussi avoir des investisseurs pour faire marcher les finances de la commune. Donc moi, je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de dire que les jeunes élus
du PTB sont des communistes, on a entendu avec un couteau entre les dents, etc. Oui. Voilà. Oui. Ce sont des images d'Épinal. Je pense qu'il faut leur laisser faire leurs preuves au niveau local, même si je pense que ça peut poser un problème sur le plan idéologique à d'autres niveaux de pouvoir. Et vous, Jean-Pierre Martin, comment vous lisez ces événements? Mais je pense effectivement que cette entrée dans des majorités, que ce soit à Mons, que ce soit dans plusieurs communes bruxelloises, pose un problème idéologique parce que les fondements de ce parti sont à l'inverse des valeurs que nous prônons ici en Europe. Alors peut-être, comme nous l'avons entendu, Il y a quand même beaucoup de partis communistes ou oui, bien d'extrême sûr. gauche ou de style socialiste dur dans toute l'Europe. Hein. C'est pas propre au PTB. Non, c'est pas propre au PTB. Je pense que l'exemple français nous renseigne aussi sur l'attitude d'une extrême gauche qui n'est pas toujours très respectueuse du respect des institutions. Personnellement, je pense que le nouveau Front populaire en France et les LFI en particulier ont profondément abîmé les institutions de la République française. Alors, faut-il leur laisser effectivement le doute? Faut-il effectivement les suivre dans leur gestion au quotidien? Sans doute, oui. Effectivement, nous sommes en démocratie, ils ont été élus, et dans 6 ans, on se donnera rendez-vous. Mais il y a des enjeux qui sont fondamentaux, et là, on peut quand même douter de la volonté d'un parti d'extrême gauche d'avoir une rigueur, notamment pour les finances communales, au moment où à Bruxelles, elles sont extrêmement difficilement gérables. Oui, alors on l'observera et on va demander l'avis de 2 bourgmestres invités. Ils sont tous les 2 élus, l'un pour la première fois et l'autre pour la 4e. L'un est en majorité avec Écolo et l'autre avec les engagés. L'un fut échevin et président de CPS de sa commune et l'autre fut échevin d'une autre commune, mais il a surtout été député et président de parti. L'un est politologue de formation et l'autre est juriste qu'ils entrent. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on reçoit tous les bourgmestres élus. On va essayer d'en recevoir le maximum. Il y a peu de femmes. Oui. Voilà, déjà la semaine dernière, il y en avait peu. Aujourd'hui, il y en a peu aussi. On espère que les semaines prochaines, on va convaincre les 3 femmes bourgmestres de participer à l'émission et je suis sûr qu'on arrivera à trouver des dates. Donc, nous recevons Olivier Minguin, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, des filles, bienvenue. Et à ses côtés, Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles, PS, qui est venu avec tous ses dossiers. Et d'ailleurs, vous allez répondre à ma première question, Jean Spinette, parce que vous avez formé une majorité avec Écolo. Mais où est le PTB? Pourquoi vous n'avez pas pris le PTB? Vous êtes un des seuls socialistes à ne pas avoir pris le PTB. Clairement, ça s'est posé. Donc, on avait eu l'occasion d'avoir des contacts préalables avec eux et on les a vus le soir même des élections. C'est vrai qu'il y a eu une campagne à force de communication sur les réseaux sociaux avec de gros investissements du PTB qui entendait de faire de Saint-Gilles une fleur à la boutonnière et de gagner. Ils étaient arrivés en tête le 9 juin. Hein. Oui, tout à fait, sur un scrutin tout autre. Ouais. Et donc, effectivement, ils avaient l'ambition de prendre la majorité à Saint-Gilles et de nous accuser d'avoir des préaccords avec le MR, ce qui n'était évidemment pas le cas. C'était une façon de servir de repoussoir et d'essayer de convaincre les électeurs de la liste du bourgmestre. Et donc, c'est vrai qu'au soir des élections, on a décidé de reconduire assez vite, finalement, la majorité avec nos collègues écologistes, et on a une majorité qui est déjà confortable comme ça. Mais si ça avait été plus juste, est-ce que comme vos collègues de Forêt, de Molenbeek, et peut-être demain, et de Mons, et peut-être demain de Scarbeck, vous auriez pris le PTB? On aurait à parler avec les autres groupes présents. Il y a le MR, les engagés qui sont présents à Saint-Gilles avec une moindre mesure, et effectivement qu'on aurait donné la priorité au PTB avec 9 sièges. Mais c'est clair que pendant la campagne, on a eu l'occasion d'avoir un débat fort agréable avec les partis de gauche à l'UPJB. Et c'est vrai que la campagne menée par le PTB était tellement offensive pendant toute la campagne, avec beaucoup de messages et de fake news, notamment sur les accords que Charles Piquet aurait eu avec du secteur immobilier sur la prison de Saint-Gilles, et d'autres allégations du même ordre. C'est vrai que ça donnait peu envie d'avoir confiance, parce que je pense qu'avant tout, au niveau municipal, on parle de gens, de terrain, on parle d'un village de 50 000 habitants de 2,5 km². On ne parle pas des grands enjeux supranationaux, donc on n'est que quelques-uns à devoir s'entendre et se faire confiance. Alors, Olivier Minguin, vous,
ayant été président de parti, ont participé à pas mal de constitutions de majorité communale chez vous et ailleurs. Comment vous analysez ce qui s'est passé là, avec ces majorités avec le PTB? Alors, on ne sera pas surpris que je ne vois pas ça d'un œil très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Parce que je crois que la stratégie du PTB, comme de toute la gauche radicale, l'extrême gauche, d'inspiration maoïste, communiste, plus avérée encore, c'est de faire de l'entrisme. Et ils ont bien compris que pour faire de l'entrisme, il fallait commencer par le niveau local. Car la vie politique dans notre pays, elle est très ancrée localement, et ils savent très bien que c'est là qu'ils vont tenter de montrer ou de démontrer qu'ils sont acceptables. Mais moi, je vais tout de suite poser des cas concrets. Parce que, certes, c'est peut-être pas tout de suite les communistes avec le couteau entre les dents qui vont se présenter à nous, certes. Mais quand on va parler de neutralité de la fonction publique, du refus du port ostentatoire des signes convictionnels, alors on sait qu'il y a déjà des débats dans certaines communes, et qu'il y a eu des faiblesses dans le camp de ceux que j'appelle les sociodémocrates laïcs historiques. Je ne crois pas qu'avec le PTB, vous allez pouvoir dire très aisément que dans la fonction publique locale, on va garder le principe de la neutralité. Quand on va parler de l'enseignement, les communes sont des pouvoirs organisateurs importants, et qu'il faut tenir tête à la montée de certains courants radicaux. Pas certain qu'avec le PTB, ça va être aisé. C'est déjà pas aisé avec des partis qui ont pourtant des traditions ou qui, même s'ils en ont dévié, ont encore un soupçon de compréhension des enjeux que ces questions posent. Donc je crois que c'est une très mauvaise chose, car ça va pousser toute la gauche démocratique. Je ne crois pas qu'un Charles Piquet, par exemple, serait très heureux et très à l'aise avec un PTB. Mais ça va pousser toute cette gauche démocratique, social-démocrate, vers les extrêmes, comme on le voit en France. On voit bien comment la gauche gouvernementale s'est fait siphonner par les insoumis. Elle s'est fait siphonner avant par Macron, quand même. Hein. Oui, bien entendu, il y a eu ça, mais alors qu'elle pourrait prétendre reprendre une assise autre. Voilà. Donc, je reviens à la politique locale. Donc, quand on dit on s'occupe de questions de terrain, on s'occupe, et donc on va s'occuper peut-être de l'aménagement du territoire, et là, ils ne sont pas dangereux. Non, il y a des enjeux locaux qui ont des répercussions à d'autres niveaux, et ce qui est vécu au niveau local détermine souvent ce qui sera décidé à d'autres niveaux. Alors, à propos d'enjeux locaux, Jean Spinetta, à Forêt, il y a un enjeu local, c'est le stade de l'Union. Est-ce qu'il y aura un stade de l'Union à Forêt, alors qu'il y a Écolo qui a toujours dit non, PTB, on ne sait pas, les socialistes, la position n'a pas toujours été claire. Vous avez toujours dit avec les autres Saint-Gillois qu'il fallait changer de stade, qu'il fallait un plus grand stade ailleurs. Là, comment vous allez vous arranger entre vous? J'arbore fièrement mes couleurs, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est clairement aussi un enjeu de quartier, parce qu'en fait, l'Union Saint-Gilloise, là où elle est implantée, elle a des répercussions sur le quartier. Il faut savoir aussi que c'est quand même encore le club de Saint-Gilles. Hein. Je sais que nous, on squatte les autres communes, et que j'aimerais bien que de temps en temps, on associe la commune de Saint-Gilles au débat, puisque le stade actuel est un bail amphithéotique de la commune et que c'est notre club de référence. Et que nos Donc c'est un appel à la nouvelle majorité, ça. Oui, tout à fait. Et c'est un vrai enjeu parce que le site classé aujourd'hui pourrait être adapté, mais il pose clairement des questions d'encadrement des enjeux de sécurité. On parlait de sécurité de gestion de l'espace public dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, un stade, ça se surveille. Il faut de nombreux policiers, c'est de nombreux effectifs et j'ai besoin d'effectifs sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Le terrain qui a été envisagé par l'Union a l'avantage d'être à côté d'une bretelle d'autoroute où on peut circonscrire les supporters qui arrivent en bus pour éviter qu'ils se battent avec les autres. Il présente des tas d'avantages en termes de sécurité. Moi, vous me demandez, je préfère le stade Marien, bien entendu. Mais c'est vrai que pour les habitants du quartier, c'est problématique. Et les habitants qui habitent dans le terrain projeté ou à proximité du projeté, ils n'ont pas du tout envie de voir leur quiétude touchée. Et je pense que c'est cet enjeu micro-local-là qui est principal, outre le fait que c'est un club anglais avec des investisseurs capitalistiques, c'est vraiment le fait qu'il y a des nuisances pour le quartier, donc ça reste du micro-local. Alors, Sylvie, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport notamment aux signes convictionnels. En fait, on est quand même dans un monde qui est complètement inversé au niveau des valeurs. Le communisme, au départ, c'est anti-religieux, athée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une récupération des enjeux
de géopolitique extérieure, mais je pense aussi lié à la démographie et au poids du religieux qui revient dans toutes les sphères de la société, malheureusement. Et donc, on s'engouffre dans cette brèche, mais sur les 2 heures de philosophie et citoyenneté à l'école, on n'a pas réussi avec les précédents qui n'étaient pas des communistes non plus. Donc je pense que la Belgique est toujours en retard sur ce genre d'enjeu. Et au lieu de prendre des décisions au bon moment, que ce soit sur citoyenneté ou les VRAS, on laisse finalement un peu de mou. Ça vous et devait maintenant... pas me convaincre sur Non, non, cet je suis... aspect. Oui, mais je ne parle pas qu'à vous, je parle aussi mais parlons un peu du parce que vous répondez à ce que je disais. Oui. Tout à fait. Bon, Oui. le communisme athée, en réalité, le communisme est une religion par son irrationalité en soi. Mais soit, on pourrait en parler longuement sur le plan des principes. Mais plus fondamentalement, aujourd'hui, et c'est en ça que les communes sont essentielles, nous sommes des contre-pouvoirs. Et les communes préservent un certain nombre de principes et de valeurs quand les autres niveaux de pouvoir sont défaillants. Et je regrette en effet que certains niveaux de pouvoir n'aient pas pris leurs responsabilités, notamment sur le plan constitutionnel, d'inscrire le principe de la laïcité de l'État, soyons précis, dans la Constitution, parce que ça aurait des conséquences juridiques précises. Mais malheureusement, puisqu'on n'a pas cela, il faut préserver au plus près de la réalité de terrain, et c'est en ça que je crois que les communes ont un rôle essentiel. Et là, bien entendu, quand vous avez le PTB, vous ne préserverez plus ces principes essentiels. Alors qu'aujourd'hui, nous avons cette faculté, cette capacité de le faire au niveau communal. Peut-être un mot là où les autres pouvoirs sont vous parfois voulez défaillants. défendre Charles Papens ou peut-être Catherine Moreau là-dessus? Mais je pense que sur ces questions, et moi je suis très attaché, je reste libre exaministe et c'est mon école, et c'est là que j'ai forgé mes classes en politique. C'est vrai que pour moi, on doit pouvoir déconstruire tout discours et l'étudier. Le libre examen est né de l'analyse critique de la Bible, et donc je pense qu'il faut questionner chaque chose et l'évoquer en classe, et on doit l'étudier, le décomposer, le comparer. On aura l'occasion de parler travailler sur ces d'enseignement questions. juste après. Mais pour revenir sur ça, soyons très clairs, le PTB a eu un positionnement, j'ai l'impression que la ligne politique n'est pas claire. J'ai un professeur de sciences politiques qui a écrit un ouvrage sur le PTB qui parle d'une devanture bobo et d'une arrière-cuisine maoïste. C'est Pascal Déduit. Il y a quelques années. Et donc il parle d'une devanture bobo et d'une arrière-garde politburo qui habite à Saint-Gilles. Et donc effectivement, la ligne derrière est beaucoup plus dure. Et effectivement, bizarrement, on entend les disputes au sein du PS, les divergences de vues dans son parti comme dans le mien. On n'entend jamais parler des divergences de vues au sein du PTB, puisque c'est assez obscur ce qui se passe là derrière. Et donc, nous, on a des gens fort sympas. Le garçon de Forêt m'a l'air vraiment super chouette. Il roule sur un vélo pliant, il ressemble à un jeune militant de tout parti. Et donc, c'est super. Mais est-ce qu'on est véritablement dans une volonté? Et puisqu'il y a l'envie de passer par les communes, est-ce que le PTB s'investira aux autres niveaux de pouvoir? Parce que j'aime beaucoup l'ambition que mon collègue donne à la commune. Et si j'ai choisi la commune, c'est pour la même raison. Mais effectivement, je sais que les communes ont besoin du soutien des autres niveaux. Et donc, c'est vrai que si le PTB ne s'implique pas au niveau régional, ne s'implique pas au niveau fédéral, où les moyens sont criants et nécessaires pour les communes, on va avoir un problème. Il faut que cet investissement ne soit pas juste vertueux sur le terrain, mais s'implique à tous les niveaux de pouvoir, où on doit prendre des décisions ingrates parfois, de compromis, où on n'a pas nécessairement tout ce qu'on veut en matière fiscale, en matière de moyens de financement public. Et puis la géométrie variable du discours politique, moi, c'est celle-là que je questionne. Pas le PTB, les convictions communistes qui me posent problème. C'est la méthode de désinformation, c'est la méthode d'utilisation abusive des réseaux sociaux de manière terrible. C'est une pénétration des discours très systématique et un peu, la taxe sur les grosses voitures, c'est mal. Il y a des lignes idéologiques que je ne comprends pas par rapport au communisme, qui n'aimait pas Dieu, qui maintenant s'adapte, qui n'aimait pas qu'on empêche les impôts. Oui, vous reconnaître que le PTB n'est pas là, donc il ne peut pas répondre. Donc je propose d'arrêter là-dessus et de passer à notre sujet suivant. C'est dans l'actualité. C'est vrai que c'est quand même un paradoxe d'avoir un parti qui se réclame du maoïsme ou du communisme, en principe laïque, puisque tous ces mouvements l'ont été, et par la terreur en plus, et qui aujourd'hui accepte le fondamentalisme à travers une forme de communautarisme, et qu'en plus, comme vous le dites, et vous le racontez très bien, Monsieur Spinette, qui pratique un entre-soi d'une opacité totale, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du parti. Je redis ce que je disais, effectivement, on en reparlera en présence du PTB. Alors, passons à cet amoncellement de chantiers à Bruxelles, et souvent des chantiers à répétition. Alors, Vivaquois d'un côté, Digi d'un autre, Proximus encore un troisième endroit. Ils font des trous partout.
dans les façades, dans les rues et dans les trottoirs. Au bord du piétonnier, on a dû renforcer les pierres bleues parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un bus qui passait par le piétonnier. Et donc les pierres bleues n'ont pas tenu. Donc, travaux, et Agette, c'est la STIB. Regardez ce reportage de Brian Momart et Daniel Magnette. Pas de tram aujourd'hui pour Astrid. La jeune Gettoise doit donc prendre un bus de remplacement, ce qui impacte son trajet. Un trajet qui me prenait 15 minutes pour rentrer à la maison m'a pris presque 30 minutes. 15 minutes de plus. On doit attendre le bus plus longtemps et c'est très mal indiqué en bas. Très mal, il n'y avait personne pour nous dire il faut prendre la navette ni rien. On était un peu laissés tout seuls. Ces navettes, elles remplacent les trams 9 et 19 dont les lignes sont entrées en travaux ce vendredi. Entre Simonis et l'Arrêt-Miroir, c'est donc des bus qui embarqueront les voyageurs. Le but est de remplacer les rails devenus trop vétustes. Ces rails ont été posés il y a plus de 25 ans. Tous les jours, c'est des centaines de trams qui passent sur ces rails. Et donc, à force, c'est normal, ça s'use et on les remplace. Tout dépend de l'endroit. Si c'est une ligne droite, si ce sont des courbes, ça dépend de la fréquentation des trams qui passent quelques fois par jour ou au contraire qui passent plusieurs fois par heure. Ça use différemment le rail. On a tout un plan de rénovation du réseau et donc on place les rails progressivement en fonction des besoins. Il ne s'agit pas là des premiers travaux qui impactent les lignes 9 et 19. Les changements s'enchaînent et les navetteurs s'agacent. Honnêtement, on en a marre. Parce que changer, nous dire c'est bon, on était contents. Puis il y a tous les travaux qu'ils ont fait à la rue Léon Thodor, que c'est un désastre pour l'économie et le parking et tout. Et rebelote. L'énervement est aussi présent du côté des commerçants de la place du Miroir. Les travaux à répétition, qu'ils soient menés par la STIB ou la commune de Gette, les impactent fortement. On va encore ressentir vraiment une très très grande perte de clients. Et voilà quoi, les gens, ils ont un peu ras-le-bol parce que bon, pas trouvé de place, le parking qui est assez cher aussi. Là, il faut vraiment quand même qu'on fasse quelque chose pour que les travaux cessent ou alors trouver une autre alternative pour que les gens puissent venir facilement sur la place à Gette. Sinon, il n'y aura plus de place du Miroir, elle sera morte. Le Miroir va vraiment se briser, là, je dirais. Autre source d'énervement, le timing choisi par l'entreprise de transport bruxelloise. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, mais je ne sais pas si c'est de nouveau du pouvoir politique, demander que ça se passe après les fêtes, par exemple. Là, on arrive vraiment sur les fêtes, donc on espère vivement que les travaux iront assez vite. Ils devraient tout de même durer quelques mois. Leur fin est attendue pour mars 2025. Alors ça, c'est à Gette, mais ça se répète un peu dans toutes les communes de la région. Sylvie Losberg, ça vous énerve, hein? Oui, moi je trouve qu'il y a quand même 3 questions qui restent en suspens. La première, c'est coordonner les travaux à Bruxelles. Arrêter de faire des trous par là, des trous par là, les gens ne s'y retrouvent plus. Tenir compte de la vie du quartier. Les commerçants de proximité, les commerçants de quartier sont très mal lotis à Bruxelles et c'est pourtant vraiment un poumon économique et de lien social. Et puis alors, c'est plus personnel, mais moi je suis très choquée qu'on vienne mettre je ne sais pas combien de câbles sur la façade, on fait des trous, des câbles noirs, puis maintenant c'est des blancs, puis on voit encore quelqu'un qui arrive et c'est qui? Un nouveau, un 4e opérateur. Et en fait, on n'a pas le droit de dire non. La loi dit les propriétaires ne sont pas propriétaires de leur façade, finalement. Les gens, on peut mettre... Comment dites-vous? Vous pouvez dire. Mais apparemment, la loi de 91 oblige... les locataires ou les propriétaires à laisser mettre ces... Parce que j'ai essayé de dire non, mais ça n'a pas été très entendu. Et vous, c'était à Forêt. Oui, on demandera à Simon Debert de vous aider. Et moi, j'aimerais Martin vous poser des questions. Par exemple, Monsieur Spinel, j'habitais 1 an et demi derrière chez vous, derrière la commune, et le trottoir a été 3 fois de suite, en l'espace d'un mois et demi, travaillé, défait, etc. Et je voudrais simplement savoir comment on octroie les travaux publics, avec quel calendrier, quel contrôle en tant que chef de la commune vous avez sur ces travaux publics, que ce soit vous ou la région, qui décide comment, le calendrier, l'acceptation ou non. Alors, Jean Spinette, répondez d'abord à Jean-Pierre Martin. Juste à côté sur les façades, oui, mais ici c'est marrant parce que en conférence des bourgmestres on en a parlé, parce que jadis, ces coqs que sont les bourgmestres sur le tas de fumier avaient la prétention de dire qu'ils ont autorité sur le territoire et qu'on essayait vulgairement de tenir compte des commerçants et on ralentissait la STIB dans ses ambitions et on ralentissait tel ou tel chantier en disant attendez les gars, il faut corriger parce qu'il y a telle rue qui va être coincée. On connaît assez bien la proximité du territoire. Mais depuis 2018, il y a une ordonnance à Bruxelles qui entend rationaliser tout cela.
pour faciliter l'implémentation des transports en commun, parce que tout le monde considère que c'est un intérêt supérieur, à juste titre, j'en suis militant, mais aussi pour tout ce qui sont les impétrants, et alors avec des trucs amusants, parce que quand les impétrants, c'est les gens qui font des trous. C'est tout ce qu'il y a dans le sol. Mais donc, quand vous êtes avec tous les des objectifs, et le texte dit, avec des objectifs prioritaires dans le cadre de leur planification constitutionnelle ou quinquennale, on est presque dans la terminologie communiste, quinquennale, les impétrants institutionnels dans des secteurs ouverts à la concurrence ne sont pas visés par l'obligation de planification. Donc, lisez dans le texte, tout ce qui est Belgacom, câble, trucs, ils peuvent faire des trous quand ils veulent, comme ils veulent, et les bourgmestres, en fait, on doit être vigilant et aller vérifier, parce que sinon, de nuit, ils vous mettent des panneaux sans nous demander notre avis, ils dépannent les voitures en le faisant à la 6 Nawak, mais heureusement, vous avez 12 commissions qui sont en visio, qui discutent du coup, qui vont faire des arbitrages, qui sont sur Internet, les gens deviennent fous, viennent nous engueuler, nous, comme bourgmestres. Donc vous ne pouvez rien faire, c'est ça si, il faut qu'on change ce truc. Parce qu'effectivement, on a dit que les communes étaient des trucs vulgaires et inefficaces, qui étaient trop lents et qui compliquaient administrativement tout. Donc, on a voulu simplifier. Oui, mais comme il n'y a plus de cumul, vous n'êtes plus au Parlement bruxellois, donc, je me tourne vers mon prof de droit qui va prendre la suite. Quand on lit le texte de loi, j'adore, c'est Anne-Sylvie Mouzon qui m'a appris à lire des ordonnances. Quand vous regardez le truc, l'ordonnance, en fait, il y a tellement de commissions et de sous-commissions et de trucs avec un logiciel qui s'appelle Osiris. Mais si Osiris, on le suit, il y a un Ubis qui risque d'arriver parce que la coordination n'est pas là et vous risquez d'avoir des accidents partout. Et donc, j'ai peur d'Otis, surtout. Oui. Olivier Minguin, là-dessus, peut-être, sur cette coordination, vous êtes d'accord avec Jean Spinette, et puis sur les façades. Double méfiance. Méfiance à l'égard des bourgmestres, ces potentats locaux qui ne pensent qu'aux seuls petits intérêts qu'ils devraient protéger et qui n'ont pas la vision régionale d'ensemble. Stupide, mais c'est le discours qu'on répand volontiers. Et puis, méfiance à l'égard des politiques. Parce que cette commission, il n'y a pas un seul mandataire politique qui y siège. La commission régionale de coordination, ce sont des représentants de services. Alors, ils sont une pléthore. Donc, chaque commune délègue les zones de police, la région, les services régionaux. On a 6 représentants de Brulocalis. Des représentants c'est des fonctionnaires. Donc, il y y a un ensemble. C'est un véritable brol, ce machin. Alors, disons, soyons de bon compte, c'est un bon lieu d'échange d'informations. Oui. Mais la décision ne devrait pas revenir à cette commission, et en tout cas certainement pas sans que, à un moment donné, le politique... Alors, moi je dis les bourgmestres, pourquoi? Parce que vous imaginez un seul instant une ministre régionale qui devrait se préoccuper sur le territoire des 19 communes de tous les chantiers, du plus petit au plus grand. Bonne chance pour qu'elle passe son temps à coordonner. Les bourgmestres sont là, mais bien entendu, comme il y a une méfiance à l'égard des bourgmestres... mais les bourgmestres sont 19. Oui, c'est difficile de coordonner à 19. Est-ce que vous croyez un seul instant que quand on fait une rénovation de voirie partagée entre deux communes, on est incapable de se parler? Mais au contraire, on fait ça quotidiennement. Ça se fait au quotidien? Mais bien entendu. L'entretien... Il faut des ressources humaines pour le faire. Donc avoir un inspecteur dans le temps des banques communes à l'ancienne, vous aviez un inspecteur de travaux qui allait sur le terrain se rendre compte si c'était possible. Et on va pas tirer non plus sur tout le monde, même s'il y a plein de commissions et plein d'experts et que c'est compliqué. Des gens de bonne volonté, souvent. Oui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bonne volonté. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des égouts vieillissants, donc il faut parfois intervenir d'urgence sur les égouts. On a des trames qui s'usent avec les courbes. Puis vous rajoutez à ça, les gars, donc nous on refait des routes de temps en temps, et puis on vient de terminer la route, vous avez Belgacom qui passe, vous avez vous qui passe, vous avez Telenet qui passe, et ils ouvrent tout. En principe, sauf urgence. Oui, mais alors, expliquez-nous, parfois, l'un et l'autre, comment vous faites alors? Puisque vous êtes tous les deux le tenant du Mayorat, vous y tenez beaucoup l'un et l'autre, comment faites-vous au quotidien? Comment peut-on faire pour se coordonner et améliorer cette situation qui est ubuesque? On tente quand même, parce que il y a l'aspect, en effet, un peu brol, mais il y a quand même la volonté, parfois, des bourgmestres de dire « je convoque ce qu'on fait ». Toutes les sociétés concessionnaires de services publics, on va rénover des voiries. Alors, ce qui nous échappe, c'est les voiries régionales. Ça, le gestionnaire de voiries régionales n'aime pas beaucoup venir rendre des comptes aux bourgmestres. Mais pour les voiries communales, on a incontestablement la possibilité de coordonner. Nous, on fait une planification. On dit « la commune a l'intention de rénover telle voirie ». Dites-nous quelles sont vos intentions. Viva quoi? Qu'est-ce que vous devez rénover? Le réseau d'égouts, l'adduction d'eau, Sibelga, et ainsi de suite. Et on planifie. Généralement, ces planifications sont bien respectées quand nous sommes à l'initiative. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand c'est la STIP, quand c'est la région, quand c'est parfois le fédéral, la SNCP parfois est concernée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, nous ne sommes plus maîtres du jeu, nous n'avons plus la clé de l'initiative première. Et c'est ça qu'on redemande comme bourgmestre, pas pour empêcher,
Est-ce qu'on croit un seul instant qu'un bourgmestre n'a pas envie qu'une voirie régionale soit rénovée si elle doit l'être? Et s'il y a un risque sur une voirie régionale, bien entendu qu'on ne va jamais être idiot. D'ailleurs, il peut y avoir vous n'avez même pas la main sur le chantier. Mais on n'a pas la maîtrise. Moi, par exemple, je vais être très concret. J'attends, je veux rénover l'avenue Georges-Henri. Mais j'attends de savoir ce que je vais avoir comme chantier sur l'axe Reyers ou sur l'axe Tervure, parce que je sais que ça va avoir des conséquences. Donc je gèle tout pour le moment dans mon axe communal, parce que je me dis, si j'ai 2 grands chantiers régionaux à proximité, je vais mettre vraiment le boxon dans une partie de ma commune. Mais ça, je n'en sais rien. Et je n'ai pas de coordination suffisante à cet égard. Olivier Maga, est-ce que vous pouvez répondre brièvement à la question de Sylvie Losberg au début? Est-ce qu'on peut dire non à Digi ou à Proximus? Alors, ça, c'est touchez pas à ma façade. Ça n'a rien à voir avec les coordinations de chantier en voirie. C'est, en effet, il y a une loi fédérale qui, très ancienne, donne un privilège, j'appelle ça un privilège, au nom, soi-disant, de la mission de service public qui était celle du temps de la RTT et de Belgacom, mais qui n'est plus une mission de service public, et donc cette loi devrait être revue, permet à des sociétés de distribution de venir placer des câbles sur les façades. Alors, le premier paradoxe, c'est qu'il n'y a aucune imposition qui est faite à ces sociétés de partager éventuellement le même câble, parce que le même câble de télédistribution, il convient à tout le monde et il peut être partagé, mais c'est un problème comment on peut économique. dire non? Alors, oui, le propriétaire a le droit de refuser. Le problème, c'est que ces sociétés avertissent tardivement, le font de manière inappropriée, ne le font pas toujours de manière transparente, ne donnent pas le délai suffisamment à temps pour que le propriétaire puisse réagir, et ainsi de suite. Mais le propriétaire peut s'opposer. Il y a des voies de recours possibles. Il y a même une commission d'arbitrage au niveau fédéral. Mais je reconnais que c'est archi compliqué. Monsieur Maga, je veux vous dire, ils ont mis les fils sur la façade, ils sont rentrés dans l'immeuble, et on a eu des trous dans tout l'immeuble. Alors moi, je n'ai pas besoin de ce Digi. Et pendant toute la journée, j'entends des gens qui travaillent comme des sauvages. Ils travaillent comme des sauvages. Je vous propose de... C'est que... Attendez, le problème, c'est que la secrétaire d'État à l'urbanisme à la région bruxelloise a été interpellée et a réagi tardivement. Mais là, une fois de plus, il aurait dû avoir une coordination préalable et on aurait dû fixer le cadre de l'intervention de toutes ces sociétés. Malheureusement, ce privilège laissé par la loi fédérale donne... Mais voilà. Okay. Non, on va pas. Non, on va passer à présent aux têtes d'affiche. Je vous propose des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Olivier Maguin, stop. À vous d'en choisir une et de commenter votre choix en bien ou en mal. Et on commence par Jean Spinette, parce que lui n'a rien dit. Je vous propose ces 4 vedettes de la semaine. Tout d'abord, Bart de Wever. Il joue les prolongations chez le roi, et en même temps, il y a un film qui sort sur lui, Politique Beast. Alessandro Zappala, le futur bourgmestre des Verts, ou Sophie Roney, la présidente des filles qui a abandonné le Conseil des femmes, ou enfin Elon Musk, le soutien indéfectible de Trump qui va carchériser l'administration américaine. Qui choisissez-vous? Bart, Alessandro, Sophie ou Elon? Le but du jeu, c'est de choisir un gars irritant ou quelqu'un de chouette? Comme vous voulez. Ah, c'est compliqué, parce qu'il y en a des très très irritants et des très chouettes, quoi. Mettez des chouettes en avant, alors. Oui, c'est vrai que c'est Mme Royoni comme Alessandro Zappala, puisque effectivement, je vais prendre Alessandro. Alessandro Zappala. Puisque effectivement, c'est un garçon on a des cyclistes souvent qui sont les têtes de gondole qu'on reconnaît, qu'on identifie, et puis parfois dans la cordée derrière, vous avez des gens qui font du vélo derrière. J'ai été celui-là pour un certain Charles Piquet. Ici, Ridwan Chaïd décide de partir vers d'autres horizons vu les enjeux politiques qui existent au niveau fédéral. Et il a déjà commencé à défendre le principe qu'il y ait un renfort de police à la gare du Midi. Comme ça, je fais l'enchaînement pour la suite. Mais Alexandro a toujours été l'espèce de Rémi Bricard. Vous voyez, le personnage dans les années 80 qui faisait de la musique avec tout, derrière Ridwan Chaïd. Et donc, je suis assez content de voir parfois des techniciens multifonctions, multitask, qui ne managent pas ni leurs heures ni leurs nuits au service de leur patron et d'un objectif politique, apparaître à la lumière. Donc, je me reconnais dans Alessandro. Très bien. Et vous, Olivier Maguin, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Geneviève Grade, qui était la fille de Louis de Funès dans Les Gendarmes, qui est décédée cette semaine. Jordan Bardella, député européen, auteur de sa propre autobiographie. Il n'a même pas 28 ans. Denis Van Weyenberg, l'espoir belge au Vendée Globe, ou Elena Bailly, de la Starac à Forêt Nationale, le 8 décembre 2025, et c'est déjà complet. Alors, qui choisissez-vous? Geneviève, Jordan, Denis ou Elena? Je vois bien que vous auriez préféré les 4 de Jean Spinetta. Oui, mais attendez, mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Je connais votre talent pour titiller les invités. Je vais prendre par opposition ferme et déterminée, parce que c'est vraiment le personnage qui inquiète, Jordan Bardella.
Voilà sans doute un homme qui est un pur produit d'une méthode politique détestable qui est celle de la politique du RN en France, c'est-à-dire qu'il est le gendre parfait à tout point de vue, entre guillemets bien entendu, présenté comme tel. C'est l'entrisme de l'extrême droite qui, dans la vie démocratique, est un poison tout autant que l'entrisme de l'extrême gauche. Car il est là pour crédibiliser un fonds de commerce qui n'a en rien changé. Ne pas croire un seul instant que si le RN est demain au pouvoir en France, vous aurez une politique différente de celle que voulait Jean-Marie Le Pen. Mais il est la vitrine. Il est le gamin poli, propre sur lui, qui vient défendre l'indéfendable, mais qui le fait avec un certain talent, il faut lui laisser, même s'il est parfois très creux sur certains sujets, parce que quand il est un peu poussé dans ses retranchements, il n'est pas très solide dans son argumentation et dans sa connaissance des dossiers. On sait que, par exemple, comme parlementaire européen, il n'en fout pas une, que c'est un indifférent. Il est venu à Bruxelles quand même pour signer son livre. Oui, oui, bien entendu. Mais il est dans la communication. Il est dédié à vendre le produit RN en tentant de le banaliser. Voilà. Il y a comme ça des politiques qui sont chargés de faire ce job. C'est un homme creux, à mon sens, sur le plan intellectuel et sur le plan de projet de société, dangereux, mais il est chargé de faire ce sale boulot et il le fait malheureusement avec un certain talent. Alors, et il faut pouvoir le contrer. 5 infos qui vous ont ravi ou énervé. Tout d'abord, les hôpitaux bruxellois qui sont dans le rouge. Deuxième info, la dislocation du mur de Berlin, c'était il y a 35 ans. Audi, avec des syndicats qui se rebiffent, la police qui intervient. La pétition contre Parking Brussels, notamment contre les scan-cars, et les mauvais chiffres du chômage bruxellois. Olivier Minguin, vous voulez commenter quoi parmi ces 5 infos? Je vais prendre Audi. Audi, c'est la démonstration de ce que l'Europe industrielle est nulle part. C'est la démonstration que l'Europe n'a pas pris la mesure de ce qu'est la compétition internationale avec les pays qui la menacent très directement sur le plan industriel, économique, mais aussi sur le plan sociétal, sur les valeurs principales. Et c'est l'incapacité d'un certain nombre de dirigeants européens à penser le redéploiement industriel de l'Europe. Alors, on sait quelle est l'urgence, on en est tous conscients. Maintenant, si on n'en est pas conscient, c'est grave. La question est de savoir s'il y a la volonté politique au plus haut niveau de l'Europe d'investir dans des programmes ambitieux pour ce que seront les industries de demain. Je ne parle pas de la vieille sidérurgie, je ne parle pas des industries du passé, où trop souvent les politiques se sont accrochés aux vieux secteurs industriels et n'ont pas anticipé. C'est aussi un problème. Il n'y a pas que la responsabilité du monde entrepreneurial, il y a aussi la responsabilité des politiques. Et si on veut justement ne pas avoir la montée des extrêmes qui exploitent le malheur que représente la fermeture d'une entreprise de cette importance, il va falloir que les politiques qui ont le sens des responsabilités et de l'État, ce qui fait défaut en somme, c'est le sens de l'État chez la plupart des politiques. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup au fil du temps. Il faut que ceux qui ont quand même encore le sens de l'État sachent où on investit en priorité les moyens publics. Et le soutien à un redéploiement industriel me semble la condition essentielle même de l'avenir de l'Europe. Jean Spinette, une autre info à commenter. Ce qui m'énerve, c'est qu'on découvre, soi-disant, que les hôpitaux publics de Bruxelles sont dans le rouge. Je suis président des hôpitaux HIS depuis 6 ans. Je m'investis depuis 10 ans. C'est le groupe Iris. Le groupe Iris, c'est Iris Sud qui est dans ce groupe Iris, c'est les hôpitaux de la ville. En fait, les communes associées que sont Ixelles, Anderlecht, Saint-Gilles et Etterbeek, on se bat pour essayer de défendre une accessibilité des soins. Nos hôpitaux ont été en première ligne. L'hôpital Molière, non loin de Saint-Gilles, qui est aussi un hôpital défendu par Saint-Gilles sur Forêt. Il n'y a pas que le stade. En fait, on doit investir. Oui, mais Saint-Gilles, c'est trop petit. Je me bats pour que les 4 communes investissent de la même façon, avec des gens de tous bords, donc c'est ça qui est génial. On est confronté à un sous-financement des hôpitaux publics avec une charge des pensions qui va exploser. On est pourtant hyper utile, et on l'a montré pendant la crise Covid, on a été en première ligne avec une médecine de qualité liée à des universités et une dispensation de soins pour tout public, y compris les plus démunis, sans papier, tout public. Et en fait, à défaut de compenser la charge publique, donc la charge des pensions, mais aussi l'aide sociale et l'aide médicale due par les CPS de Bruxelles en première ligne pour les gens, en fait, on découvre qu'en fait, il n'y a pas d'argent magique et qu'un hôpital, ça a besoin d'investissement. Alors, on a mis le secteur hospitalier dans un système tellement concurrentiel
où les soins de santé sont quelque part devenus aussi une valeur marchande, eh ben, on est confronté à nos hôpitaux publics qui, à la sortie du Covid, on a un peu oublié que ça coûtait l'accès aux soins de santé, et les nouvelles du fédéral ne sont pas nécessairement positives pour faire vivre nos hôpitaux, et ça risque de faire couler nos communes qui se sont investies depuis toujours là-dessus. Alors, 2 messages assez clairs, l'un sur le redéploiement industriel et l'autre sur les hôpitaux dans le rouge, vers des gouvernements en formation, à la fois le fédéral et le régional. Merci, messieurs. Le maintien de l'ordre, c'est une des compétences un peu reines des bourgmestres, c'est une des prérogatives du bourgmestre. Les manifs se sont multipliés cette semaine, hein, j'en ai toute une liste. Il y a des fonctionnaires, des taximens de rue, j'ai parlé d'Audi, les manifs anti-Bardella, il y a les agriculteurs qui ont manifesté pendant la semaine. Alors, je sais qu'Aulieu-Saint-Lambert n'est pas la première commune où on vient manifester. Mais enfin, quelle est, vous, votre ligne de conduite en la matière? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Quand est-ce que vous intervenez et quand est-ce que vous n'intervenez pas? Alors, d'abord, je salue le travail fait par notre collègue de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, parce que c'est quand même lui qui assume le plus lourd de cette mission. Et, je dois le dire, avec quand même beaucoup de maîtrise, avec évidemment ses officiers. Donc, soyons clairs. Je veux dire avec peu de débordements, c'est ça? Peu de débordements. Par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays, je trouve que, traditionnellement, à Bruxelles, vu le nombre de manifestations quotidiennes, des plus petites aux plus grandes, Philippe Claus a l'habitude de dire qu'il y en a 1000 par an. Oui, tout à fait. Il dit ça depuis plusieurs années, peut-être que ça a bougé. C'est très lourd à gérer. Oui. Ce que vous diront tous les officiers de police, c'est qu'on fait ce qu'on appelle maintenant de la gestion négociée de l'espace public. Ça veut dire quoi? C'est qu'on voit les organisateurs et on voit avec eux ce qu'eux assument comme prévention de tout débordement. Et on négocie avec eux sur la symbolique. On sait qu'une manifestation qui veut atteindre des objectifs symboliques, leur dire à des agriculteurs, vous ne viendrez pas près des institutions européennes alors que vous voulez interpeller les institutions européennes, c'est se garantir évidemment des débordements. Mais par contre, leur dire, si vous êtes aux abords des institutions européennes, vous allez préserver quand même l'espace public qui doit être protégé auprès... Voilà. Donc il y a un aspect de négociation. Tous les officiers de police vous diront, ne pas négocier, tenter d'imposer unilatéralement, c'est l'échec assuré. Deuxièmement, il faut une vigilance de tout instant. Et là, la disponibilité des bourgmestres est très grande, parce que le bourgmestre, il est dans son PC de commandement si nécessaire, et il suit en direct les événements, et il ne décide pas des moyens opérationnels, quoique, il peut faire appel à des renforts, il peut demander que certains moyens soient mis en œuvre. Bon, après ça, c'est les officiers de police qui en assument la responsabilité, mais à tout le moins, il sait comment il doit peut-être prévenir en voyant certains indices se manifester, comment il peut intervenir, notamment en poursuivant le dialogue. Et le dialogue avec un politique est toujours plus nécessaire qu'un dialogue direct. Les officiers de police vous le disent eux-mêmes. Ils disent, nous sommes très contents d'avoir à nos côtés un politique disponible et responsable, qui peut aller dialoguer. Moi, je l'ai déjà fait dans des manifestations, pour des choses de moindre importance que ce qu'on a connu, évidemment, soit parfois sur le territoire de la ville. Je peux vous dire que c'est très apprécié. Et les policiers ne sont pas en train de dire, on ne veut pas de bourgmestre, que du contraire. C'est une bonne collaboration. Ils sont très heureux, et nous sommes très heureux de travailler en bonne entente avec les officiers Jean de police. Spinette, parfois il y a quand même des choses qui débordent sur Saint-Gilles. Je pense par exemple le siège du MR, c'est sur Saint-Gilles. Oui. Donc il y a parfois des affaires comme celle-là. Comment vous gérez? C'est simple en fait, parce que quelque part, Georges-Louis Boucher a voulu en faire quelque chose et il a pesté sur moi sur X. Soyons clairs, on est nous dans une gestion négociée de l'espace public, et la manifestation dont il était question, c'était des jeunes de 20-21 ans qui se battaient pour essayer de défendre le droit d'une population qui est en difficulté au Moyen-Orient. Et en fait, il y avait une non-interdiction de la manifestation, mais une non-autorisation non plus, parce que les délais étaient trop courts. Et j'avais demandé à la zone midi d'assurer une certaine protection du dispositif, c'est-à-dire que si jamais il y avait mouvement, atteinte aux personnes ou aux biens, il y avait arrestation et sanction. Et en fait, malheureusement, les manifestants aujourd'hui se développent dans des techniques nouvelles. Ils utilisent des techniques de foot, de militantisme qui viennent beaucoup de réfugiés français qui ont fui l'État Macron et les répressions des manifestations zadistes. De quelle technique vous parlez? Des techniques de foot. Donc en fait, on a des manifestants qui sont drillés aux techniques de manifestation, d'atteinte et d'attaque à la police, et où on considère que la police française, principalement, parce que je pense qu'on doit vraiment distinguer la vision qu'on peut avoir d'une police française de maintien de l'ordre dont la littératie critique le côté colonialiste et autoritaire, par rapport à nos polices qui aujourd'hui
se coordonnent assez bien et où on est confronté à des militants de gauche pour des causes très justes qui développent des techniques d'affrontement par rapport aux forces de l'ordre. Et là, en fait, c'est votre difficulté d'aujourd'hui. Les militants organisateurs de la manifestation ont instrumentalisé des jeunes et M. Boucher voulait que je les écrase à coups de matraque et je donne instruction à la police de les sanctionner. Ils ont pété un carreau comme on le casse 20 fois par an, à mon avis, à l'IEV, au 13 boulevard de l'Empereur. Et en fait, les jeunes auraient pu être identifiés, sanctionnés, payer et faire péter l'assurance pour rembourser le carreau et être arrêtés. Ça n'a pas, l'enquête est en cours. Mais effectivement, sur des manifestations, nous avons des coordinations où Gold, c'est M. Claus qui essaye. Les polices traversent les territoires, on essaye de gérer ça. Et c'est vrai que pour la police, c'est très difficile d'anticiper notre responsabilité particulièrement impliquée, de prévoir l'imprévisible, de s'assurer qu'on peut maintenir la liberté d'expression. Et c'est ça que je retrouvais, c'est que chez nous, l'article 1er de la loi de police, c'est garantir la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de chacun d'être en sécurité et de maintenir l'ordre public. Ici, on a des gens qui manifestent, qui portent atteinte aux biens, qui empêchent et parfois qui portent atteinte aux autorités de police, qui contestent l'autorité, qui sont dans une volonté de contester aujourd'hui l'ordre établi parce qu'il est injuste. Et il y a plein de choses qui leur font penser cela. Et ils prennent nos policiers et l'ordre public comme cible, alors que ce n'est pas la cible. Je voudrais passer à un dernier sujet, parce que j'ai invité Jean-Pierre Martin, parce qu'il a écrit ce livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe », et je voulais surtout qu'il soit confronté à deux bourgmestres où il y a finalement, il y a de l'enseignement communal de part et d'autre, et donc un peu avoir leur impression. Jean-Pierre Martin, avec Laurence Dont, dont vous avez écrit cette enquête sur la solitude des profs face à la montée de l'islamisme. C'est une enquête avec beaucoup de témoignages. Quel type de témoignages vous avez recueilli pour poser un peu la problématique sur cette table? Ce sont des enseignants de tous les niveaux d'enseignement, donc de l'école primaire à l'école supérieure, non universitaire, j'insiste. Nous ne sommes pas allés dans les universités, il y aurait aussi beaucoup à dire. Nous avons recueilli ces témoignages parce qu'en France, il y a une prise de conscience depuis l'assassinat de Samuel Paty et puis de Dominique Bernard. En France, il n'existait pas encore ces longs témoignages que nous avons recueillis auprès de ces enseignants qui, pendant près de 6 mois, sont venus nous confier leur vie au quotidien, ce qu'ils vivaient, leur bonheur d'enseigner, parce que ça, il n'y en a pas un seul qui a renié le travail qu'ils faisaient, donc c'est quelque chose d'extrêmement Mais de quoi se plaignent-ils? Mais ils se plaignent, effectivement, de cette montée du fondamentalisme dont vous avez déjà évoqué la question tout à l'heure, qui est prégnante. C'est le prosélytisme qui, petit à petit, rogne un certain nombre de libertés et de valeurs fondamentales. Alors, ça peut aller à l'école primaire, par exemple, ça peut être un petit garçon qui refuse de s'asseoir sur le même banc qu'une petite fille. Ça peut être une dispute magistrale entre petit garçon, petite fille, qui ne supportent pas que 2 boîtes à tartines se côtoient, l'une dans laquelle il y a du jambon et l'autre dans lequel il n'y a pas de jambon. Votre titre, « Allah n'a rien à faire dans ma classe », est entre guillemets. Qui a dit ça? Alors, ce sont des professeurs, à 4 reprises, qui spontanément nous ont dit cette phrase. C'est aussi une réplique d'un film qui est sorti l'hiver dernier, que je vous recommande, Amal, un esprit libre, d'Ejawel Ralib, qui est un réalisateur belge, extrêmement courageux, qui a mis en scène ce qu'il vivait lui-même, ce qu'il avait vécu, et les confidences qu'il avait reçues aussi d'autres professeurs. Il voulait d'ailleurs en faire au départ un documentaire, puis il s'était rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué, parce qu'il y a la question de confiance, il faut masquer les noms, etc. Les gens ne veulent pas témoigner. Non, tout à fait. J'aurais préféré la fiction, et nous avons effectivement Vous ne donnez pas le nom des écoles, à une exception près, et bien entendu, le nom des professeurs qui ont chacun pu relire le témoignage qu'ils nous avaient donné, qu'ils l'ont souvent adouci parce qu'ils étaient extrêmement méfiants, ou encore davantage leur famille. Rendez-vous compte qu'un professeur qui rentre chez lui voit son épouse en pleurs. Cette épouse a reçu dans sa boîte aux lettres une lettre qui menace ce professeur. Alors je vous dis aussi que la plupart
de ces enseignants, nous avons sciemment choisi des professeurs de culture musulmane. Donc qu'on ne se méprenne pas sur le titre, ce n'est pas un livre qui est anti-musulman. C'est un titre. C'est pas une enquête à charge. C'est pas du tout une enquête à charge. Ce sont des témoignages. Ce sont ces professeurs qui, au bout de 2-3 heures de témoignages, s'écroulent en pleurs, qui ont longuement réfléchi à ce qu'ils allaient nous dire, avec leurs enfants, avec leurs époux, avec parfois certains collègues, parce que c'est difficile de dire ce qui ne se dit pas. La question, elle est totalement taboue ici en Belgique, et c'est pour ça que nous avons voulu écrire ce livre. Pour 2 choses essentielles. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais les entendre. C'est que, d'une part, il ne faut pas laisser les extrêmes, droite surtout, mais aussi extrême gauche, s'emparer de cette question. C'est une question profondément démocratique. La deuxième, c'est que, parce que j'ai beaucoup voyagé en Orient, j'adore cette région, et j'en explique d'ailleurs l'histoire de l'école là-bas, je crois qu'il est important que ces populations qui sont arrivées il y a longtemps, dont les enfants étaient souvent réislamisés, puissent ne pas être accaparés aussi par des communautés, par des frères musulmans, par des confréries, par des groupes extrémistes, et qu'ils puissent vivre une vie de citoyens au cœur de la Belgique, au cœur de Bruxelles. C'est vraiment un enjeu pour les années à venir. Alors, Jean Spinette, est-ce que vous avez des témoignages qui vont dans ce sens-là, dans l'enseignement de Saint-Gilles ? Écoutez, on a une pédagogie particulièrement active à Saint-Gilles. C'est vrai qu'on a eu des remous, un peu comme partout, à propos de l'EVRAS et de l'incompréhension dans certains milieux populaires où, effectivement, ils avaient l'impression qu'on allait enseigner aux enfants à avoir une sexualité différente, alors qu'en fait, on était surtout à expliquer à des petites filles comment leur corps allait évoluer autrement, et les garçons aussi, et de voir comment est-ce qu'on mettait les limites au consentement et à la sexualité, à l'intégrer. Mais c'est géré au quotidien dans nos écoles primaires, et effectivement, ce phénomène-là, c'est surtout par rapport aux parents et à la compréhension de ce qui a été, et de ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre société est clivée grâce à l'intelligence artificielle, et que tout le monde est convaincu d'être d'accord avec lui-même, puisque l'ordinateur nous sert qui nous sommes et que ceux que nous fréquentons. Et donc, moi, je suis vraiment pour une rencontre permanente et une contradiction permanente. On a une question, c'est vrai que dans notre enseignement fondamental, à côté de l'école qui est une école toujours universelle, toujours à croiser les différentes religions, on aura tendance, et les différentes tendances et les agnostiques aussi au milieu de tout ça, à avoir aussi un parascolaire très important qui dispense au départ d'organismes religieux de nombreuses activités tous les week-ends, et où finalement, et c'est vrai dans d'autres cultes, où finalement les enfants sont éduqués de manière différenciée autour de notions de qui ils sont par rapport aux autres. Et moi, je suis très attaché à un universalisme, et où justement Allah doit être dans la classe pour qu'on en parle et qu'on le compare à Yahvé, à tout autre, et qu'on aborde ce sujet surtout maintenant et vite. Rapidement, Olivier Maguin, vous là-dessus, est-ce que vous avez des exemples, des souvenirs de ce qu'on vous a rapporté ? Oui, bien entendu, des faits évoqués par M. Martin, je confirme. On ne va pas discuter de la réalité des faits. Ils sont là, ils le sont peut-être encore plus dans l'enseignement secondaire, mais même parfois nous avons... Alors, d'abord, il y a la solitude des enseignants qui est terrible. Total. Et qui est malheureusement due soit à une forme d'indifférence, soit à une volonté de minimiser pour ne pas avoir la crainte d'un retour défavorable, parce qu'ils ne se sentent pas toujours soutenus par les politiques. Et quand je vous parlais tout à l'heure du rôle important des communes comme pouvoir organisateur d'enseignement, c'est là qu'on va voir comment certains politiques font face à ça. Qui sera échevin d'instruction, par exemple. Ça sera intéressant de voir comment ils se comportent dans ce genre de situation. Et donc, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion avec le soutien de la fédération, de dire comment on peut avoir non seulement un soutien effectif, immédiat, comme on peut l'avoir quand il y a des problèmes de harcèlement ou de maltraitance dans les écoles. On a des équipes de soutien. Mais il nous faudrait... La Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Donc il nous faudrait des équipes de soutien immédiat lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, parce que pour certains enseignants ou certaines directions d'école, ils sont démunis. Voilà. Et puis surtout, être ferme sur les principes. Ne rien abandonner. Dire qu'on ne change pas notre manière d'organiser les cours et le contenu des enseignements parce qu'il y aurait une volonté de ne pas déplaire à ces courants radicaux religieux. Parce que là, c'est l'abandon de l'école universelle, c'est l'abandon de l'égalité filles-garçons, c'est l'abandon de tout ce qui fonde aujourd'hui
la démocratie dans ses valeurs essentielles. Et la science. Et science. Je Donc, voudrais il juste faut que- être intraitable sur le plan des principes. Ok. Et Je voudrais soutenir que- les enseignants qui seront intraitables. Merci. Sylvie Losberg, pour conclure là-dessus. Oui, je vais conclure avec un exemple. En 2012, la ville de Bruxelles a soutenu un dossier pédagogique sur l'antisémitisme en Belgique, l'histoire de l'antisémitisme en Belgique. J'ai eu l'occasion d'aller présenter ce dossier à l'ensemble des préfets de la ville de Bruxelles. Aucune question ne m'a été posée, à part celle-ci. Quand allez-vous faire un dossier pédagogique sur Gaza ? Nous étions en 2012 et je parlais de quelque chose qui s'était passé à Bruxelles. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, that's it, c'est foutu. C'est foutu. Si on a des préfets qui ne sont pas capables de comprendre que politique est ce qui se important. passe en Belgique, c'est important pour nos jeunes, et qu'apporter un conflit, on peut en parler bien sûr, mais ici, c'était tellement clair. Et donc, c'était il y a 12 ans. Donc, moi, je ne suis pas du tout étonnée de ça, parce que je pense que les professeurs sont très seuls aussi vis-à-vis des préfets. Ils n'ont pas d'outils. On Ils n'ont pas termine d'outils. l'émission avec les coups de cœur. Très rapidement, Sylvie, vous vouliez nous parler d'un concert demain. Oui, un concert qui a lieu demain, le Quatuor Inemoa, 4 flûtistes, 4 femmes flûtistes, qui se produiront donc à 11h à la maison communale de Molenbeek. Et donc ce sont des flûtistes qui sont pédagogues, et c'est formidable comment elles remettent le répertoire classique à l'ordre du jour. Et c'est donc à 11h demain. Merci. Et vous, Jean-Pierre, vous vouliez parler d'une signature de votre livre. Non, Oui, vous bien sûr. dédicacez Mais mercredi. je vous hein. invite à mercredi prochain chez Filigrane pour une signature et pour un débat, bien sûr, parce que je me réjouis de pouvoir débattre ben, ce de sera ce l'occasion. livre, de tout ce dont nous venons de parler. Et puis en attendant, d'aller vous balader en forêt pour voir tomber les dernières feuilles avant, paraît-il, un froid polaire qui nous arrive. Merci. Vous retrouverez Stéphane Maillère à ma place la semaine prochaine pour encore une émission avec 2 autres bourgmestres. Bon week-end.